Mais c'est important, l'institutionnalisation. J'ai pas mal écrit là-dessus. Faut dire que si on se compare avec la France au départ, dans les années 70, nous, les Québécoises, on était considérés comme un peu, euh, je dirais, pas bourgeoise, mais quelque chose du genre, parce que on tenait à faire des programmes d'études, des cours, on tenait à s'appeler tel groupe, à faire des groupes, donc à institutionnaliser. Alors que l'institutionnalisation était supposément une façon de diminuer la vigueur du combat féministe. Mais en réalité, il y a deux types d'institutionnalisation. Si on parle d'institutionnaliser dans le gouvernement, c'est évident que les idéaux peuvent être modifiés en fonction de d'autres agendas, comme on dit en anglais, tandis que dans les institutions universitaires, si on n'est pas institutionnalisé, l'anthropologie le sait, toutes les disciplines le savent, on n'existe pas. Donc moi, l'idée que j'avais et que mes collègues avaient aussi, quand on a mis le groupe de recherche multidisciplinaire féministe sur pied en 82-83, c'était d'exister, d'être visible, de pouvoir être identifié et de pouvoir diffuser les connaissances qu'on avait. Et on a tout de suite mis des cahiers de recherche sur pied, une série de cahiers de recherche sur pied. On a publié 6 numéros du premier coup là, ensemble. Et puis, on en a finalement publié au total au cours des années, je pense que c'est 120 ou quelque chose du genre, avec un comité de lecture pour les travaux, pour les cahiers de recherche. C'était des papiers 8,5 11, là, un petit carnet, un carnet. Genre working papers, comme il y avait beaucoup en anglais. Et on a mis ça sur pied, mais très rapidement, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment une revue. On en avait parlé dès le départ, mais c'était impossible de mettre une revue quand on met sur pied. On n'existe même pas comme groupe. Et très rapidement, donc, on est né comme groupe de recherche en multidisciplinaire en 82-83. Et dès les années 86, il fallait commencer à travailler pour une revue, parce que vous le savez mieux que bien des gens, pour avoir une subvention, pour exister en tant que revue, il faut des fonds. Alors, et pour avoir des fonds, il faut déjà avoir des manuscrits, il faut déjà exister d'une certaine manière. Donc, dans les années 86-87, on a mis sur pied des numéros. On a décidé, le premier numéro sur l'éducation, c'était pour nous, il n'y avait aucune question, il fallait que ce soit sur l'éducation. Et ensuite, le deuxième a été sur le développement, puisque c'était mon champ et j'avais des données, j'avais des collègues qui pouvaient écrire. Et puis, on a fait les demandes de subventions et on avait 2 numéros de préparés pour obtenir la première subvention. Et on a obtenu les premières subventions. Et en 88, on a publié le premier numéro qui s'appelait l'éducation. Je me souviens plus du titre exact, là. Et c'est sur l'éducation. Et ensuite, le deuxième numéro, 2 numéros par année, sur le développement. Puis on a continué ensuite sur la ville, sur différents thèmes. Et moi, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été à la base des choses quand il n'y avait pas d'argent. Donc, j'ai toujours été quêtée. Je disais aux gens, je suis la quêteuse professionnelle. Puisque si vous mettez un groupe sur pied et vous n'avez pas de budget, bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, il fallait aller négocier avec la faculté, avec le vice-rectorat, pour obtenir des fonds. Même chose pour la revue. Il fallait préparer les demandes de subvention. Et on a obtenu de l'aide de la faculté des sciences sociales pour nous donner un coup de main. Les autres facultés aussi ont contribué pour nous permettre de démarrer avant qu'on ait la subvention. Puis dès qu'on a eu la subvention, ensuite, on n'a jamais cessé. La revue a toujours les 2 subventions aujourd'hui. Et on a même consolidé, là, je dirais, avec le temps, les assises de la revue, qui est en fait au Canada. C'est la seule revue francophone féministe de sciences là, scientifiques féministes, interdisciplinaires au Canada. Il y a d'autres revues qui ont essayé d'être bilingues, mais qui réussissent plutôt mal à être bilingues, mais qui sont anglophones de fait, mais qui existent, qui continuent d'exister encore aujourd'hui. Mais sur le plan des francophones au Canada, c'est la seule, et ça demeure la seule. Et dans la francophonie à l'époque, il y avait en France une nouvelle question féministe, les cahiers du Griffe, et puis peut-être d'autres qui existaient, mais il y en avait très peu. Et nous, on était aussi donc immédiatement diffusés dans la francophonie, là, très rapidement. On s'est imposé comme revue dans la francophonie. Et ça continue aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, je vous le disais en aparté, pour moi, l'institutionnalisation et la pérennité, c'est 2 mots-clés.
c'est beau d'institutionnaliser, mais on le fait pour durer, en fait. Il faut que ça dure. Donc, la revue dure, continue de durer. Le diplôme en études féministes, dont j'ai été responsable pendant 10 ans aussi, mais qui existait avant que j'en sois directrice, a duré et dure toujours. C'est un tout petit diplôme, mais il reste que l'idée, c'est qu'il existe et qu'il continue d'avoir des étudiantes. Et quand on a mis sur pied l'Université féministe d'été en 82-83, c'est-à-dire en 2002-2003, la première édition a été en 2003, la formule est tout à fait originale. C'est à la fois un colloque, un vrai colloque, avec des présentations par des spécialistes, puis c'est généralement les spécialistes et non pas un papier comme ça qu'on provoque. Là, on va chercher vraiment les personnes les plus compétentes. Et en même temps, ça permet à des gens non seulement de s'inscrire au colloque, mais aussi de faire des crédits si elles le veulent. Alors, la formule est vraiment complexe. Du bon, au début, je trouvais ça complexe, mais ça continue. On vient d'avoir le 12e la semaine dernière, là, avoir la 12e édition. Et ça a très, très bien été. Ça a été une des meilleures, peut-être, des éditions qu'on a eues. Et donc, la pérennité. C'est bien beau de mettre des choses sur pied. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais quand ça dure, là, c'est vraiment important. Alors, vous pouvez quitter à ce moment-là. Les gens n'ont plus besoin que vous soyez là, mais il faut rester assez longtemps. C'est ce que j'ai découvert. Il faut rester assez longtemps pour que tout soit bien installé. Et quand on quitte, bien, il n'y a pas de bouleversement au point où bon, tout peut tomber. Là. Moi, je n'aurais jamais voulu quitter quelque chose que j'ai contribué à mettre sur pied si je n'étais pas certaine qu'en quittant, de toute manière, ça marchait. Quelqu'un d'autre reprenait et puis ça allait. Et ça a toujours été comme ça, avec la revue, avec l'Université féministe d'été, c'est la même chose. La chaire qui s'appelle la chaire sur la condition des femmes, c'est une chaire que l'Université Laval a obtenue. Il y a eu un concours en 1987, je pense, un concours pan-canadien. Le secrétariat d'État à la condition féminine avait offert 5 chaires. Une chaire était francophone, celle du Québec. Une chaire bilingue qui était à Ottawa. Donc, il y avait les deux universités, une université francophone, l'Université d'Ottawa et l'université, j'oublie le nom, là. La deuxième université d'Ottawa, Carleton. Et ensuite, les autres étaient anglophones. Et c'est un concours. Alors, nos gens du GREMP, le GREMP, le groupe de recherche multidisciplinaire, on a décidé d'appliquer. Et pour appliquer, il fallait que toutes nos recherches, on a fait des CV extraordinaires, mais ça nous a montré aussi qu'on avait beaucoup de recherches, beaucoup d'encadrement. Ça a été très intéressant. Et on a remporté le concours, parce qu'on n'était pas les seuls, je ne nommerai pas nos concurrentes, mais il y avait d'autres universités qui ont appliqué au Québec, et c'est nous qui l'avons obtenu. Et la première titulaire, ça a été Maria de Coninck. Ensuite, il y a eu Claire Bonenfant. Ensuite, moi, j'ai été titulaire. Et bon, d'autres ont suivi ensuite, Hélène Gosselin, Pierrette Bouchard. Et ça s'appelait la chaire d'études sur la condition des femmes de l'Université Laval. Et c'est une chaire aussi qui était... selon la personne qui l'occupe, la chaire, il pouvait y avoir des priorités différentes. Moi, ma priorité a toujours été de diffuser la recherche féministe et de faire en sorte que ça demeure et qu'il y ait des liens. Alors, j'avais un de mes projets, peut-être le projet qui a été le plus visible, ça a été d'organiser le premier colloque de recherche féministe dans la francophonie internationale. Alors, francophonie déjà, donc il n'y avait pas de limite géographique, les gens pouvaient venir un peu partout. Et ça a eu lieu en 96 ici à Laval. Et je relisais ces derniers jours des comptes rendus de ce colloque-là. Il y en a des gens qui ont fait des comptes rendus de pratiquement chaque séance, là. Je regardais dans les cahiers Chronique féministe, qui est une revue suisse, et les gens avaient fait des comptes rendus très, très, très fouillés. Et ça avait été vraiment un moment fort. Et quand on avait terminé le colloque, moi, j'avais fait évidemment le mot de clôture. J'avais dit que je souhaitais que ce soit une tradition, qu'on vienne de lancer une tradition et que ça se poursuive. Et Fatou Sow, qui était sénégalaise, c'est la sociologue sénégalaise qui était assise à côté de moi, m'a dit, mais la prochaine fois, ça pourrait se faire à Dakar. Et tout le monde a entendu ça dans la salle. Et effectivement, la deuxième édition s'est faite à Dakar. Ensuite, ça a été Toulouse. Ensuite, ça a été Ottawa. Ensuite, Rabat. Et l'année prochaine, ça va être à Montréal. À l'UQAM, ça va être organisé. Et c'est parti d'ici pendant que j'étais titulaire de la chaire d'études. Alors ça a été
beaucoup de boulot, mais beaucoup de travail aussi de façon interdisciplinaire, puisque le colloque était ouvert à tout le monde. Alors, il y a eu de la littérature, il y a eu beaucoup d'anthropologues, d'ailleurs, qui ont fait des très, très bons papiers. Et puis, on a fait un livre avec ça qui s'est appelé Femmes, féminisme et développement, Women, Feminism and Development. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un autre. On a fait Pluralité, convergence. Femmes, féminisme et développement, c'est un livre que j'ai fait suite à un autre colloque, mais c'est pas moi qui l'organisais, qui était sur le développement qui a eu lieu ici à l'Université Laval en 1988, je pense. Oui, en 1988, et qui avait plein d'anthropologues. Il y avait beaucoup d'anthropologues. Et lorsqu'on a fait la sélection, il y avait beaucoup de papier aussi, pas de papier, mais de communication. Et quand on a fait la sélection, on s'est rendu compte que les travaux d'anthropologues étaient vraiment très bons. Ce qui fait que ma collègue Denise Piché et moi, on n'a pas dit on prend des anthropologues, mais les anthropologues ont fait de très bons papiers. Et on a donc fait un livre qui était bilingue, mais il y avait très peu de francophones. Il y avait mon texte à moi, puis un autre d'Arlette Gauthier de France. Tous les autres textes étaient en anglais. Et on a donc une bonne brique qui s'appelle Femmes, féminisme et développement, Women, Feminism and Development. Et ce livre-là est encore utilisé aujourd'hui. Je le sais parce que je reçois des $30 de droits d'auteur. C'est pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a des textes là-dedans qui sont encore utilisés. Il se vend, il est encore dans le catalogue de l'éditeur. Alors ça, c'est encore une autre chose qui a été faite ici. Puis les textes sont très bons. Moi, j'en ai utilisé plusieurs dans mes cours et qui sont internationaux aussi, là. Moi, personnellement, je suis de l'école féministe matérialiste. C'est-à-dire que, si on veut, très influencée par le matérialisme historique, mais qui regarde que les femmes sont les premières dont on doit étudier les conditions d'existence. Je me rapproche beaucoup de Nicole Claude Mathieu, de Paola Tabet, qui sont deux anthropologues très connus, Colette Guillaumin, Christine Delphi. Il y a aussi des politologues là, que je connais moins, mais ces quatre-là là, que je connais très bien. Et donc, c'est du matérialisme. Autrement dit, c'est une forme d'anthropologie qui part des conditions d'existence des femmes. Donc, mon intérêt pour les questions économiques, mon intérêt pour les questions du travail ne m'empêche pas de penser aux représentations, mais il reste que les représentations dépendent des conditions d'existence. Et dans ce sens-là, c'est l'approche que moi, je privilégie. Et en français, je dois dire que même si c'est publié énormément de choses, en français, c'est probablement l'approche la plus solide sur le plan anthropologique et sur le plan sociologique, politologue aussi. C'est vraiment... Et vous ne trouverez pas ça dans le monde anglophone. Peut-être en Angleterre un peu, mais dans le monde anglophone, même si nous, au Québec, il faut dire qu'on a la chance, c'est une chance, en même temps que c'est un défi extraordinaire. On est à la frontière des travaux anglophones et des travaux francophones. Donc, on a accès aux deux. On peut choisir dans les deux ce qui nous intéresse. Et pour nos étudiants et étudiantes, comme je le disais tout le temps, c'est une chance que vous avez de pouvoir utiliser les deux langues puis entrer dans des univers différents, dans des approches différentes du fait que vous êtes capable de lire dans les deux langues. Même s'ils n'aiment pas toujours ça, les étudiants, lire dans les deux langues, mais il reste que c'est un avantage, je pense, au Québec qu'on a de ce point de vue-là. Mais on essaie toujours, évidemment, de trouver des données en français. Alors moi, c'est je dirais l'approche que je trouve la plus importante et la plus significative, qui n'empêche pas de regarder, comme Colette Guillaumin le disait, la face mentale de la réalité. Mais il y a la face bien matérielle, bien concrète, qui fait que les femmes sont pauvres, les femmes gagnent moins que les hommes. Et si on oublie ça, on oublie tout, c'est la réalité, quoi. Alors, dans ce sens-là, ça a été l'approche que j'ai enseignée, mais pas seulement la seule. Il faut contraster. Alors, j'ai donné, moi, dans le diplôme en études féministes, j'ai donné le cours de méthodologie et le cours aussi de théorie. Les dernières années, j'ai donné le cours de théorie. En anthropologie, j'ai donné un cours aussi, plusieurs cours là, au deuxième cycle, dont un qui était très intéressant, qui était sur pouvoir, genre et pouvoir. Je ne me souviens plus du titre exact, là. Et j'avais amené les étudiants à s'intéresser aussi, à prendre conscience de l'androcentrisme. Ça a été une contribution, je pense, que j'ai essayé d'avoir, de prendre conscience de l'androcentrisme. Mais quand on a pris conscience de l'androcentrisme, on ne peut plus travailler de la même manière. On est bien obligé de se rendre compte que
ce qu'on produit comme connaissance n'est pas valide si on n'a qu'un côté ou qu'une réalité ou qu'on en oublie. Il y a toute une partie de la réalité qui est oubliée. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec les étudiants et les étudiantes. Et aussi, pour les anthropologues, beaucoup, et dans mon temps, c'était pire, toute la question du relativisme culturel. Moi, je considère qu'un anthropologue ou une anthropologue doit vivre dans la cité. Donc, on a les mêmes responsabilités que tous les autres scientifiques et que tous les autres citoyens, citoyennes aussi. Ce qui fait qu'on a des décisions à prendre sur le plan éthique, sur le plan... on ne peut pas demeurer... l'objectivité, de toute manière, c'est quoi l'objectivité? Alors, c'est des questions de ce genre-là que moi, j'apportais à mes étudiants et étudiantes pour leur permettre de clarifier un peu les choses, puis en même temps, montrer qu'on peut être engagé et faire du bon travail en situant son travail, en étant honnête, sans prétendre être objectif, sans prétendre être la neutralité absolue, de se libérer, de se détacher de tout. Et je pense que de ce point de vue-là, bon, en tant que féministe, c'est évident que c'était normal, mais dans mon temps, on parlait beaucoup de tout se valait. On posait pas de jugement, mais il faut poser des jugements. On est aussi des êtres humains qui avons des décisions éthiques à prendre en tant que scientifiques et en tant qu'êtres humains, tout simplement. Là. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Les cours que je donnais, c'était ça, c'était beaucoup ça. Mais quand j'ai commencé avec la femme question anthropologique, il n'y avait rien, donc je touchais à tout. Alors, je regardais... Une année, je travaillais sur le travail, l'autre année, sur la violence. Je touchais à tout ça, mais une année, pour moi, je faisais plus de lecture, donc je documentais plus. Ensuite, la psychanalyse. Et donc, on avait un éventail d'approches, ou plutôt de sujets, d'objets de discussion pendant le cours. Alors ça a été un gros avantage parce que j'ai pu, même sans être spécialiste de tout ça, j'ai pu me familiariser avec les questions de santé des femmes. J'ai pu me familiariser avec la question de psychanalyse et de psychologie des femmes, de travail, les questions de travail. Je ne suis pas une sociologue du travail ou une anthropologue du travail, mais du fait de l'enseignement féministe que je faisais, j'étais obligée de me documenter là-dessus. Alors, je n'avais pas que des sujets exotiques et anthropologiques et étrangers, mais je travaillais sur des questions qui rejoignaient les femmes. Mais quand il s'agissait aussi d'aller voir à l'extérieur, d'aller voir ailleurs, bien là, j'étais bien préparée, mieux préparée que d'autres, étant donné la formation que j'avais, l'expérience que j'avais, l'intérêt aussi que j'avais et que j'ai toujours. Alors, tout ça, ça faisait un amalgame. Donc, je n'ai jamais été spécialiste d'un seul terrain. Je n'ai jamais été spécialiste d'une seule question. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, pour bien des personnes, c'est de l'éclectisme. Mais moi, j'étais heureuse de cette manière-là, donc je l'assume parfaitement. Et quand on est féministe ou qu'on est professeur de méthodologie, il faut qu'on puisse voir les liens entre les situations. Il faut qu'on puisse voir aussi les contradictions. Et ça, on ne peut pas le voir si on est déjà enfermé, là. Il faut qu'on puisse voir, si on parle de violence, par exemple, il faut qu'on puisse faire le lien avec peut-être la pauvreté, avec l'éducation. Donc, on ne peut pas rester en disant « Ah, moi, je suis spécialiste de la violence ». Mais non, il faut qu'on puisse faire des liens. Et ça, c'est la richesse, je dirais, de l'approche féministe, c'est ça. C'est que ça permet de regarder les choses transversalement, on le dit bien. C'est transversal, dans le fond. Le problème, il est vraiment pas divisible par discipline. La complémentarité, si vous regardez un jeu de blocs de Lego, le plus petit bloc va être complémentaire aux autres, mais ça ne veut pas dire qu'il est égal, là. Alors, les hommes et les femmes c'est sûr que si vous êtes un couple, vous êtes complémentaires, dans le sens où il y a une tâche à faire, vous allez le faire, mais peut-être qu'il y a une partie qui va être faite comme ça par un, puis l'autre va faire davantage. Donc, c'est pas égal. La même chose de marché du travail. Les médecins et les infirmières, dans un même milieu, sont complémentaires, leurs travaux, mais les hommes et les femmes ne sont pas payés autant. Donc, la complémentarité, je trouve que c'est comme un fait, quoi. On est obligé d'être complémentaires les uns les autres. On n'a pas toutes les mêmes compétences. Mais l'égalité, c'est autre chose. L'égalité, ça veut dire que chacune doit pouvoir se réaliser et avoir les moyens de se réaliser. Et ça, c'est pas encore gagné, même si au Québec, on peut se dire
on a fait des avancées, beaucoup, beaucoup. Quand on parle aux étudiants et étudiantes, puis qu'on leur dit, bon, moi, quand j'étais jeune, ou à l'époque où j'étais étudiante, on pensait, moi je me souviens d'avoir une discussion avec un copain là-dessus, est-ce que j'allais continuer, après mes études d'anthropologie, est-ce que j'allais, si on vivait ensemble, est-ce que j'allais rester à la maison? Hey, c'est une question qui se posait, ça. Est-ce que je continuerai à m'instruire, mais là, au moment où j'irai à la maison? C'était ça. Et les femmes continuaient à travailler. Bon, quand j'étais jeune, moi, ma mère a toujours eu la préoccupation. Elle était obligée de travailler. On n'avait pas d'argent. Surtout quand mon père a été malade, quand j'étais en 4e année, là, il fallait qu'elle travaille. Mais elle était toujours mal à l'aise avec ça, parce que normalement, une femme ne travaillait pas, n'était pas sur le marché du travail. Mais pour les ouvrières, pour les gens de milieu modeste, c'était pas possible d'être conforme à l'idéal. Ça, c'était bon pour les bourgeoises, pour les femmes de médecins, pouvaient faire des bonnes œuvres à côté, mais qui ne pouvaient pas le faire. Donc, la question de la complémentarité puis de l'égalité, ça veut pas. D'ailleurs, en Inde, quand on voit ce qui s'est passé là, avec les femmes violées, et puis c'est difficile, puis les questions des castes, les inégalités qui sont tellement criantes, qu'on soit féministe ou pas, là, peu importe, je serais étonnée qu'on puisse mettre ça sur le même pied que la complémentarité et l'égalité. J'ai de la difficulté. Si on enlève le mot femme, on peut prendre les travailleurs, les travailleuses, et on se rend compte que c'est pas égal non plus. Mais les femmes, malheureusement, sont toujours un peu en dessous. L'oppression, malheureusement, dans les situations actuelles, font qu'elles sont les plus défavorisées, les plus opprimées, avec des degrés, selon les pays, selon les époques, mais il reste que c'est ce qu'on observe. Et tous les jours, dans les journaux, on ouvre les journaux, puis on voit des preuves que c'est loin d'avoir été gagné encore. Donc, je pense que c'est important. Moi, je pense que les scientifiques ont un rôle important à faire, d'aider aux besoins les gens à se rendre compte de ce qui se passe et non pas prétendre que, bon, de toute manière, ça ne me regarde pas, je ne suis pas spécialiste de ci, de ça. Là. On est quand même des gens qui avons des responsabilités sociales. Là. On est dans la cité, comme je disais tout à l'heure, là, et il n'y a pas de raison. Pour nos étudiants aussi, je pense que c'est pour ça que les étudiants venaient nous voir, les féministes, parce que on répondait d'une certaine manière aux idéaux qu'ils avaient. Ils étaient engagés, ils voulaient changer le monde, puis nous aussi. Alors, ça aide, ça fait des affinités. Puis on les voit encore aujourd'hui, quand on les rencontre parfois, des anciennes étudiantes, anciens étudiants. Et ça leur est resté, ça, ce désir de changement, puis une sorte d'honnêteté aussi intellectuelle qui existait à ce moment-là.